à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 37e épisode du 7e Argument à 2. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas à 2 et ça faisait longtemps que j'étais pas accompagné de toi, Coralie. Ça va? Oui, tu vas bien? Ça va très bien. Et toi? Tu reviens en force? En force. Ben, ça va très très bien puisqu'aujourd'hui on va parler d'un univers qu'on aime beaucoup. Ouais. C'est à savoir les films Disney Pixar. Et du coup, on a le cru de cette année comme tous les ans. Maintenant, l'année dernière c'était Buzz l'éclair. Oui. Et c'était une de mes premières critiques écrites que j'avais fait sur AliExpress, sur le Instagram de Ciné. Caméléon. Et voilà, et les bannières s'affichent, le Instagram, le YouTube et le Facebook. Et voilà, c'était une de mes premières critiques écrites, effectivement. Je me demande si c'était pas ta toute première en fait. C'est possible, il faudrait que je regarde ça. Et il y en a déjà un qui est prévu l'année prochaine déjà, j'en ai vu. Alors il y a la bande qui est sortie, je ne l'ai pas encore regardé. Elio, ouais. Un truc comme ça, donc une histoire d'enfant et d'espace, donc je ne sais plus trop. Il y a la bande qui est sortie là et voilà, donc faut jeter un œil. En tout cas, Élémentaire, c'est le film Elemental en anglais. Elementary. Non, c'est Elemental. Si, c'est Elemental en anglais. J'aurais plutôt dit du Gouda. Mais... Du Gouda. C'est l'Elemental. Non, c'est Elemental en anglais. J'ai revu l'affiche tout à l'heure. D'accord. Ouais. T'as un doute? Voilà. Je mettrai qui a gagné en bas de l'écran, là, vous allez voir. Bref, en tout cas, c'est Élémentaire, le nouveau Pixar de cette année, qui vient de sortir, et qui vient juste de sortir là, en salle, depuis que la vidéo vient de sortir. Je pense que ça fait à peine un jour, même peut-être le jour J. Vous allez voir, donc le film est en salle, on a pu le voir en avant-première, nous, il y a quelques jours. Pixar, voilà, comme je le disais, on aime beaucoup les Pixar. Ah, c'est un univers, c'est un de nos univers préférés, je pense. Dans l'animation, c'est mon univers préféré, effectivement, puisqu'ils arrivent toujours. Toi, t'aimes bien les Ghibli aussi. Ouais, mais j'aime énormément aussi les Pixar. Et ce qui est bien chez les Pixar, c'est qu'il y a cette double lecture qui est aussi adulte et qui se perd peut-être un petit peu au fil des ans maintenant avec les films. On va en parler juste après. Toi, quels sont tes Pixar comme ça là, si je te demande tes Pixar préférés depuis le début? Alors, je pense que Monstres et compagnie, c'est un indémodable. Moi, il est dans mon top 3, c'est sûr. Ouais, je dirais Le Monde de Nemo. Ouais. Le Monde de Nemo, pour sa beauté, que ce soit visuelle ou son histoire, c'est juste bluffant. Et troisième. Ouais, peut-être parce qu'il m'a fait fondre en larmes directement. Alors, bon, c'est entre deux. Hein. Mais il y a Là-haut, qui franchement m'a vraiment bouleversée. Et puis, le dernier Toy Story 4. Qui a été aussi... Moi, les Toy Story, dans la globalité, c'est... Ah bon? Ouais, regardez. C'est une de mes sagas de Pixar préférées, mais après, c'est vrai que Monstres et compagnie, j'adore. Ouais. Là-haut, alors, plus la première partie, effectivement, comme la plupart des gens, plus que la suite de l'histoire. Mais il y en a des pleins, il y a le Monde de Nemo qui est cool. Ouais. Il y a vraiment très peu de Pixar que j'aime pas trop. Je pense que dans ceux que j'aime le moins, il y a le Buzz l'éclair l'année dernière, parce que je trouve que le projet n'est pas si intéressant que ça. En avant aussi, je l'ai pas trouvé. Ouais, mais au final, tu vois, je trouve que... Mais fait quand même pleurer, tu vois, à la fin aussi. Oui, bien sûr. Parce que Pixar, c'est vrai qu'il y a cette magie de réussir à toujours te faire tirer la petite larme. Ouais. Après, il y en a qui te touchent moins que d'autres. C'est vrai que moi, globalement, ils m'ont tous fait pleurer, quasiment, les Pixar. Mais, je veux dire, il y en a certains qui nous marquent moins que d'autres, c'est sûr. Et donc, En avant fait partie de ceux qui m'ont un peu le moins marqué. D'accord. Alors, je trouve que Cars 2, par exemple, ou même le Buzz l'éclair qu'on a vu là, c'est... Lucas, c'était un des Pixar. C'était Luca. Oui, Luca. Pixar, mais c'est un Pixar mineur, mais que j'aime bien quand même. Ouais, parce qu'en fait, finalement, je l'ai plus apprécié au deuxième visionnage, parce que en fait, je sais pas, le côté italien... Ça sent bon les vacances. Voilà, ça sent bon les vacances, puis on l'a revu justement en vacances et en famille, donc il y avait aussi le contexte qui faisait que... Peut-être. Bon bref, en tout cas, les Pixar, il y a du choix, ça parle de plein de sujets différents, et aujourd'hui, on va se concentrer sur Élémentaire. Du coup, voilà, donc avant de donner nos notes, et d'en parler, et de faire le pitch, on va lancer la bande-annonce. T'es prête? Ouais. Tout feu, tout flamme? Tout feu. C'est parti. Voilà, vous venez de voir du coup la bande-annonce de Élémentaire, du coup le dernier cru Pixar de cette année 2023. Pour pitcher tout simplement, j'ai rien préparé, c'est vrai. On va suivre du coup une famille tout feu tout flamme, sans envie de dire. Je sais pas quel est leur nom de famille, j'ai perdu. Bref, on va suivre une communauté. Donc en fait, on est dans un monde où les quatre éléments, je vais y arriver, les quatre éléments sont dissociés en communautés. Donc il y a la terre, l'eau, l'air.
Donc il y a la communauté du feu, la communauté de l'air, la communauté de l'eau, et j'ai oublié lequel, la communauté de l'air, qui vont vivre un peu dans une sorte de grande ville, une sorte de mégalopole. Ils vont tous vivre dans leur secteur en fonction effectivement des communautés. Bref, et on va suivre du coup la communauté d'une famille de feu qui est un petit peu exclue de la société, qui essaye, complètement rejetée de la société d'ailleurs. Qui essaye de vivre du coup comme ils peuvent. Ils tiennent une boutique. Et du coup, la fille de cette famille va voir sa vie chamboulée quand, au moment où son père va peut-être lui donner les clés de cette boutique, elle va rencontrer un jeune garçon issu de la famille de l'eau qui va lui faire peut-être changer ses objectifs et en tout cas faire chavirer peut-être son cœur. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je vais rester évasif sur ce pitch-là. Voilà, il est réalisé par Peterson. Alors Peterson, du coup, j'ai regardé un petit peu, parce que dans les Pixar, il y a plusieurs réalisateurs qui chaperonnent différents films, et c'était le réalisateur de Voyage d'Arlo. Qui est de retour. Donc le Voyage d'Arlo, c'était son premier long métrage, qui est pour moi un petit Pixar mineur, mais qui est quand même fort sympathique, je trouve. Et il avait réalisé aussi le court métrage Cloudy, donc le court métrage avec les nuages. Je l'adore en plus. Et c'est vrai, quand tu revois les éléments de l'air, j'ai tout de suite pensé à cet univers. Donc voilà, donc son court métrage. J'aime trop ce court métrage là, il est trop cute. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Il est super cool, et donc son deuxième du coup long métrage, Élémentaire, qui sort du coup en salle. Voilà, donc on va commencer avec la partie non spoil, comme toujours. Et avant de donner nos avis, on va donner nos notes. Exactement. On va y arriver? Ouais. T'es prête? Ouais. 3, 2, 1. 3-3. On a aimé de la même façon ce film. Écoute, honneur aux demoiselles, c'est toi, Cora, qui va nous dire ce que tu as pensé dans sa globalité, sans spoil, sur le film. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben écoute, je l'ai trouvé sympathique. Tu l'as vu? On a eu un doute là. Non, je réfléchissais un petit peu à ce que j'allais pouvoir dire sans spoil. Non, je l'ai trouvé sympathique. Après, je trouve quand même que, comme ce que tu as dit un petit peu en amont, c'est que Pixar perd un peu de sa fraîcheur. Et on n'a plus le côté, inattendu ou le côté émerveillé de la chose. Ouais, tu veux dire qu'il y a un côté un peu téléphoné dans l'histoire. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on sait déjà tout ce qui... Enfin, pour moi, je suis arrivée dans la salle, je savais très bien comment ça allait se passer. Et c'est là où je trouve que ça perd un peu de sa magie et que ça se Disneyifie un peu trop. On allait s'asseoir dans un fauteuil rouge, on allait regarder un film. Ah non, pas ça, pardon. Non, plus le côté vraiment où c'est trop prévisible en fait à mon sens. Donc quand tu dis que ça se Disneyifie, tu trouves que les films Disney animation sont prévisibles? En fait, ouais, les films Disney, je trouve que... les films Disney, j'accroche de moins en moins parce que je trouve qu'ils sont beaucoup trop prévisibles dans leur scénario. Après, je pense que... Je sais pas pourquoi Disney, je pense que c'est plus le côté vraiment enfant-enfant, alors que Pixar, j'ai plus l'impression que c'est pour les enfants, jeunes adultes et adultes, parce que c'est vrai qu'on peut avoir, comme tu disais, plusieurs lectures. Et c'est ça que j'aimais beaucoup dans Pixar, c'est-à-dire que ça pouvait toucher un plus large public, alors que là, c'est vrai que je m'y retrouve un petit peu moins. Après, c'est vrai qu'il est très joli visuellement. C'est quand même un Pixar qui a réussi à me faire pleurer. Donc je me dis, bon, ils ont quand même réussi, ça s'est coché encore une fois. Par rapport à la thématique aussi, on va en parler après. Par rapport à la thématique, ouais. Et voilà, donc franchement, j'ai pas passé du tout un mauvais moment, mais c'est juste qu'il était trop prévisible à mon sens. Et j'ai mis un gentil 3. Mais vraiment, on était à la limite d'être plus dans le 2,75 que le 3. Ouais. Moi, j'étais plus entre le 3 et le 3,5, tu vois. J'ai hésité, mais je me suis dit, j'ai pas assez aimé pour mettre 3,5. 2,5, c'est juste la moyenne. Non, je trouve qu'il met quand même un peu plus que la moyenne. Oui, moi, je suis d'accord. En fait, c'est pour le côté visuel et quand même parce que l'histoire est quand même très mignonne et assez touchante. On va le développer après. Ouais. Voilà, donc voilà. Et toi? Donc oui, j'ai mis 3. Donc on l'a vu hier, donc je trouve que ce qui m'en reste, effectivement, c'est un film assez simple dans son écriture. Comme tu l'as dit, effectivement, on voit vite un petit peu venir les péripéties, même on te le montre à chaque fois, au cas où tu oublies un danger similaire qui va arriver. C'est vrai que des fois c'est un peu trop insisté. Ce qui est bien avec Pixar, c'est qu'on va revenir à Monstres et compagnie. Quand on voit Monstres et compagnie, on comprend leur univers, mais on ne sait jamais ce qui va se passer, par exemple. Les retournements de situation ne vont jamais arriver. Le monde de Nemo, c'est pareil, Wall-E, c'est pareil. Et c'est là où il te tire encore plus les larmes, c'est quand tu t'y attends encore moins. Donc effectivement, je trouve que depuis les années, je trouve que moi c'est depuis l'après Vice Versa. Jusqu'à Vice Versa, on arrive. Vice Versa pour moi c'est vraiment le summum de la double lecture, de la profondeur d'écriture et tout. Et après Vice Versa, je suis désolé avec le Voyage d'Arlo, du coup, c'est celui qui arrive juste après. Peterson, donc voilà, c'est pas ceux qui a fait des films après, mais je trouve que du coup ça se lisse un peu plus.
Alors peut-être parce que ils ont envie que ce soit encore plus grand public, malheureusement. Oui, mais je veux dire, les Pixar que l'on a vus, que ce soit Monstres et compagnie ou que ce soit Toy Story, ce sont des films qui regardent nous quand on était petits. Toy Story, ça a fait partie de notre enfance pure et dure. Ouais, mais tu le regardes aujourd'hui, je trouve encore qu'il y a une super double lecture. Ah oui, mais justement. Donc je trouvais que ça touchait tous les publics, alors que là ça va plus vers un public d'enfants. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça se met plus en grand public. Quand je dis grand public, c'est encore plus enfantin en fait, c'est dans ce côté-là. Mais c'est juste ça que je trouve où ça me déçoit un petit peu, parce que je me dis Pixar c'est quand même un super univers et ils ont fait vraiment des chefs-d'œuvre. Et c'est dommage qu'ils continuent pas justement de tendre vers ça, surtout que pour les enfants. Ça veut dire que tu peux le regarder à un certain âge et quand tu vas le regarder plus tard, tu vas comprendre d'autres choses aussi. Et c'est ça la magie dans le monde Pixar. Ouais. Et c'est l'après aussi, parce que du coup, il y a eu l'affaire John Lasseter, donc je sais pas si tu vois à quoi je fais référence. Si ça me dit John Lasseter, c'est le papa de Toy Story, de Cars. C'était vraiment le gros PDG, le gros directeur de Pixar jusqu'à il y a quelques temps, parce qu'il a été, il y a eu des histoires autour d'harcèlement. Bref, en tout cas, il a été viré de Pixar. Et depuis qu'il a été viré, alors il y a eu toute une équipe qui s'est refait. Et c'est vrai que pour l'instant, donc je dis pas que ça vient de tout de lui, que tout l'esprit de génie vient de Lasseter, mais je trouve que depuis que Lasseter est parti et depuis qu'ils ont refondu un petit peu cette équipe, les films se ressent que c'est des films un peu plus oubliables. C'est vrai que en avant, on peut vite l'oublier. Donc Lucas, je trouve que c'est un des plus sympathiques des derniers. Et c'est vrai que le dernier grand marquant, et qui était après vice versa, c'est Coco. Pour moi, c'est vraiment celui qui a je crois que c'était 2010. Coco par là. Et puis c'est vraiment un univers à part entière, c'est-à-dire par la beauté visuelle du truc, enfin toutes les couleurs qu'ils ont mis, la création des personnages, et c'est encore une fois, j'ai encore réussi à me faire avoir quoi. C'est-à-dire que tu vois pas du tout venir le truc, et puis tu t'embarques dans l'aventure avec le petit garçon dans Coco. Et en fait, tu te laisses émerveiller et tu pleures. C'était leur dernier univers marquant où vraiment ils sont à fond. Toy Story 4 aussi, parce que Toy Story 4, il nous a quand même... Il a beaucoup été décrit. Enfin, nous, on l'adore beaucoup, oui. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Toy Story 4. Je sais, mais moi, je trouve que c'est dans la tranche des Toy Story, je trouve que c'est l'un des meilleurs Toy Story. Et qui nous a, nous, vraiment marqué. On l'a vu plusieurs fois, et à chaque fois, ça nous a fait je pense que là, c'est la nostalgie de Toy Story, parce que nous, on a vraiment grandi avec. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi le côté nostalgique. Et comme tu le disais, il y a eu beaucoup plus de suites d'univers déjà créés par eux. Tu vois, le deuxième Indestructible, il y a eu Toy Story 4. Ils prévoient un Vice Versa 2, là. Ouais, voilà. Donc c'est vrai qu'en création originale, le dernier qui a plus marqué, c'est Coco. Et c'est peut-être un peu le problème, et c'est sur ça que je vais appuyer. Donc j'ai aimé Élémentaire, c'est ce que je veux dire. Mais effectivement, je trouve que il s'inspire de choses qu'on a peut-être un petit peu déjà vues. Par exemple, c'est pas un spoil, mais du coup, la ville, dès qu'on la présente au début avec les communautés, moi, ça me fait penser à Zootopie. Il y a un côté un petit peu Zootopie. Alors, Zootopie va bien plus loin dans l'univers, mais là, du coup, le fait de sectariser un petit peu les communautés et de faire une grosse mégalopole que tout le monde rêverait, mais finalement, on va plus se concentrer sur les banlieues et le problème des banlieues. Il y a des choses que je trouve un peu moins originales. C'est un film original, mais j'ai l'impression qu'ils ont piqué des choses un petit peu je pense que, par là. Tu vois, j'aurais peut-être... Parce que Pixar, justement, a ce côté où il va un peu, comme tu dis, un peu pousser plus pour découvrir les différentes communautés. Et là, en fait, on en voit très très peu. En fait, que ce soit sur la communauté de l'air, de la terre, ou de l'eau, en fait, on voit pas grand chose. Alors que d'habitude, c'est vrai que c'est un peu plus de détails, c'est un peu plus marquant. Et là, c'est vraiment, on les voit en coup de vent, c'est qu'elle le dire. Et c'est un peu dommage. Mais on se concentre sur le feu et un petit peu sur l'eau parce qu'indirectement. Mais c'est vraiment léger même ça. Franchement, j'ai pas trouvé ça. On va du coup rentrer dans la partie spoil parce que là, on a envie de parler de plus en détail du film. Donc voilà, donc on a plutôt bien aimé tous les deux. On trouve ça simpliste. Mais voilà, c'est pas ça reste pas un gros Pixar. C'est un petit Pixar mineur quand même dans l'idée. On passe du coup à la partie spoil. C'est parti, on slash. 3, 2, 1. Go. Spoil. Voilà, on va tout spoiler, enfin on va encore plus rentrer dans les détails, puisque c'était difficile de donner un avis global, parce que je trouve qu'on s'en est pas trop mal tiré. On a plus parlé de Pixar dans l'ensemble que du film, mais c'est en lien avec ce projet-là. Donc du coup, on a plutôt trouvé ça mignon, tout ça simpliste. Donc on va commencer par revenir sur ce que tu disais et on va jumeler ça au scénario. Donc c'est vrai que le scénario de l'histoire est assez simple.
part sur une base un petit peu à la Zootopie, dans le sens où là, au lieu de suivre du coup le lapin qui est joué par Judith dans Zootopie, qui arrive, qui va essayer de se confronter du coup à un monde plutôt masculin par rapport à son travail, etc. Et dont elle rêvait aussi. Dont elle rêvait, donc là on n'est pas du tout sur une enquête dans l'élémentaire, on est plus sur une histoire de famille et d'amour qui va naître. Mais effectivement, on a un monde, comme tu le disais, on peut sentir qu'il est dense, mais finalement on n'en fait pas grand-chose, notamment avec l'élément de la terre et de l'air. Et de l'air. Ouais, c'est vrai que dans les deux cas, en fait, je trouve que ça n'a pas été du tout assez développé. Après, voilà, je pense qu'ils ont pris le parti pris de plus accentuer sur l'histoire du feu et de l'eau. Mais ça en est dommage parce que finalement, Pixar, c'est là où ils tirent toute leur magie et je trouve que là, pour le coup, ça reste très simple, quoi. Ouais, après, je pense qu'il aurait fallu, lorsque le problème des films d'animation, c'est toujours de tirer autour de 1h30, 1h40, là il dure 1h40, élémentaire. Je crois que Zootopie était un peu plus. Je crois qu'il était plus près des 1h50, 2h, si je ne me trompe pas, il était un peu plus long. Donc ça va permettre de développer plus de choses. Mais là, concrètement, quand on est sorti de la salle hier, tu m'as dit clairement ça fait penser à une histoire à la Roméo et Juliette. Ah oui, complètement. Pour moi, je me suis dit, bon bah voilà, si on parle d'un amour impossible, alors là, bon, c'est pas un clivage entre les familles, mais c'est un clivage d'éléments qui ne peuvent pas aller ensemble. Donc, et on part sur... le garçon eau et la femme et la fille feu. On part sur un amour impossible et... Forcément, on sait très bien qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, ça va rentrer en ébullition. Voilà, c'est le cas de le dire. Voilà, les éléments, la physique-chimie, quatrième, ouais. Je sais plus quoi, cinquième. Bref. Mais non, c'est vrai que c'est ça qui est dommage, c'est que c'est devenu trop prévisible. Même, tu vois, l'histoire avec le père qui, du coup, a voulu partir parce que, bref, c'était comment ça il a subi un drame où tout a été détruit chez lui et il a voulu partir pour construire ailleurs. Sauf que du coup, il n'a pas eu l'aval de son père à lui. Il lui a fait l'hommage le plus beau qu'il soit avant de partir, sauf que son père ne lui a pas rendu. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? On se dit qu'il va y avoir cette même configuration avec sa fille, du rapport père-fille, et on se doute qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Et ils vont le faire tous les deux. Wouh! Et ça, c'est trop prévisible. Que ce soit l'histoire d'amour qui finalement va réussir à se mettre en place, ou la relation père-fille, où finalement tout va bien se passer et tout va coïncider dans le bon sens. C'est vrai qu'il y a un côté un peu trop facile en fait dans le scénario et c'est ça qui est dommage. Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement la force du scénario, et là on a parlé de ses faiblesses, tu vois, je trouve que l'histoire d'amour, même si elle est effectivement prévisible, on sait très bien que la com était basée dessus, sur cette rencontre entre ces deux éléments, je trouve qu'elle est plutôt jolie. Oui. Je trouve qu'ils l'ont quand même plutôt bien développé, c'est pas trop forcé, toi quand ils se croisent la première fois tous les deux, c'est pas genre coup de foudre. Oui. Lui, il commence à l'apprécier parce qu'elle elle est plus courageuse, elle a plus de caractère, alors que lui, il est hyper timide, hyper sensible, et je trouve que ça se développe. Je trouve que le step by step est plutôt bien amené dans le moment où ils vont vraiment tomber amoureux. Mais justement, si Pixar avait fait un truc justement gros coup de foot direct et tout, là pour moi je me serais dit non mais attendez, là c'est pas Pixar qui a fait le film, c'est Disney. C'est-à-dire que excusez-moi, mais alors là Pixar n'a même plus sa patte. C'est-à-dire que bon quand même ils ont Enfin, bon, je trouve que... Je suis sûr que ça a déjà été fait dans un Pixar, mais on revient pas dessus, mais c'est déjà arrivé, je pense. Dans lequel je sais plus, mais si, dans Toy Story, tu vois, quand Buzz voit la bergère pour la première fois, je crois qu'il y a un truc... quand il voit Jessie, par exemple, pour la première fois, je crois qu'il y a un côté coup de foudre et tout, mais après, c'est des jouets, donc faut se mettre aussi à ce rapport-là, de développement de conscience. Ouais. Mais du coup, non, pour ce film-là, voilà, c'était pas un coup de foudre, mais mine de rien, quand même, j'ai pas mal de fois pleuré, lié à la thématique, parce que ça parle justement d'une fille qui ne veut pas décevoir son père et qui cherche à tout faire pour lui plaire, tout faire pour l'aider. Parce que le père veut lui transmettre du coup la boutique. Voilà, la boutique qu'il tienne en fait, et en fait la boutique pour le père, c'est ce qu'on comprend, c'est que c'est toute sa vie qui s'y est mis vraiment à fond, qu'il a charbonné, c'est le cas de le dire, pour faire cette boutique et la tenir. Et, pas mal. Ça me fait plaisir, les jeux de mots. Et en fait, le truc, c'est que voilà, on voit un lien très fort entre les deux. La fille qui vraiment se fait tout et en fait, elle sacrifie sa vie en fait en fait, elle pense que son rêve, c'est le rêve de son père, dans le sens reprendre la boutique. Et le personnage du coup de l'eau, je sais plus comment il s'appelle. Flack. Le personnage de Flack est là en fait justement pour mettre sa petite goutte d'eau dans le vase et dire c'est pas ça en fait que tu veux dans ta vie là, tu le fais pour ton père, tu le fais pas pour toi. Ce qui est bien, c'est qu'il lui dit pas ce qu'elle doit vouloir, mais il lui fait prendre conscience que peut-être qu'elle n'était pas fait pour ça. C'est ça. En fait,
il lui fait découvrir un monde auquel elle ne pensait pas avoir accès aussi, parce que elle n'était jamais allée spécifiquement dans la ville où il y avait tous les autres éléments. Et je pense que ça lui fait prendre conscience qu'en fait les autres éléments ne sont pas forcément des ennemis. Par rapport au trauma qu'elle vit d'ailleurs avec son père. Oui, parce que le feu est reclus, parce qu'en fait des 4 éléments, effectivement, c'est le plus entre guillemets dangereux. Oui. Parce qu'il peut faire cramer la terre. Enfin, les arbres du coup qui représentent la terre, voilà. Ou l'eau la faire s'évaporer. Oui. Donc il y a le côté en fait où c'est vrai que le feu peut avoir un aspect plus menaçant. Voilà. Mais pour le coup, franchement. Mais ce qui est intéressant, comme je reviens sur ce que tu disais, c'est qu'effectivement quand elle découvre pourquoi elle peut être faite, donc là elle découvre qu'elle peut être très forte en création de verrerie, c'est quand elle est dans la famille de son futur copain. Et je trouve ça bien amené que ce soit à ce moment-là qu'elle se découvre peut-être une sorte de talent, parce que là, dans cette famille-là, elle se sent mise en avant. Alors, je dis pas qu'elle n'est pas mise en avant dans notre famille, mais on lui laisse moins la liberté en fait. C'est ça. Puis c'est surtout, je pense qu'il pointe du doigt des choses que pour elle, ça semble insignifiant, alors que pour les autres, c'est bluffant. Et de se dire, mais attends, mais t'as un talent, enfin, c'est incroyable ce que t'es en train de faire. Et je pense que c'est là où elle se dit, ah mais en fait, je ne suis pas que la nana qui va tenir la boutique de son père. Non, je vais monter Carglass. Carglass en place, parce qu'il répare à un moment une fissure avec de la glace. Un par vous acheter, le deuxième offert. Mais du coup, c'est pour ça, voilà, il a franchement des bons côtés, c'est pour ça aussi qu'on a mis un 3. Non, mais il a des belles thématiques, et pour les enfants, franchement, il y a une histoire d'émancipation, il y a une histoire de différence aussi, et qu'on peut apprendre à se connaître et à être différent, parce que du coup lui c'est l'eau, on peut pas le côtoyer. Sur les a priori justement. Bien sûr. Sur les a priori qu'on peut avoir sur les gens qui sont parfois un peu différents de nous, etc. Et c'est pas parce qu'ils sont différents que en fait. Il y a une histoire de contre-racisme par rapport à ce que peut être développé dans le film, tout à fait. Non, mais il y a encore des belles thématiques qui sont encore puissantes. Mais tu vois, franchement, ça, je pense que c'est en parlant qu'on se rend compte qu'il y a aussi tout ça, ce côté-là, parce que moi j'en étais conscient du racisme et de. Et moi je trouve que c'est plus on en parle, parce que forcément il y avait la discrimination, etc. Oui, dès le début, c'est vrai que plus on en parle, plus il y a plus de choses aussi qui se mettent en place. Et il y a le côté aussi, ça je t'en avais parlé aussi, mais le côté de l'hypersensibilité pour Flack. Moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, parce que c'est vrai qu'on met pas beaucoup des personnages masculins en avant sur leur côté sensible, ou ils pleurent facilement, ou des choses comme ça. Et là on est vraiment sur un personnage qui est très sensible. Tu vas nous quitter, tu te rappelles de quand le quand ça fait flop. Pardon. Si vous avez vu le film, vous savez pourquoi. Voilà. Mais non, franchement, j'étais contente et assez surprise, parce que c'est vrai que Pixar arrive toujours quand même à nous surprendre sur des petites choses comme ça, des petits détails justement qu'ils arrivent à mettre en place que dans d'autres films d'animation on ne retrouve pas. Et là en fait on a vraiment justement Flack qui a le côté beaucoup plus sensible que justement Flamme. Et moi j'ai trouvé ça vraiment cool, parce que je me dis pour une fois en fait on montre aux enfants et même aux adultes que en fait peu importe notre sexualité, nos sensibilités est là, et on a le droit d'avoir nos émotions. Voilà, et qu'on a le droit de les ressortir. Et justement Flack dit à Flamme justement que c'est important justement d'évacuer les émotions, etc. Et puis quand ils font un jeu à un moment dans la famille de Flack où en fait ils se racontent des... ils doivent s'amuser, en fait le jeu c'est s'amuser à se faire pleurer. Donc c'est le premier qui pleure a perdu. Et en fait, Flack et la famille de Flack perdent très très facilement. Et Flamme, qui est très endurcie et je pense très un caractère beaucoup plus fort et montre beaucoup moins ses émotions que Flack, c'est un jeu pour elle qui semble facile, et finalement Flack arrive à à la faire craquer entre guillemets. Semble facile, non, semble dur. Tu dis ça lui semble dur. De quoi? Tu dis que pour Flamme ça lui semble facile. Non, pardon, pour Flamme, ça va être facile de faire pleurer Flack. Voilà, c'était dans ce sens-là, cette précision, on prenait l'inverse. Mais non, c'est vrai que du coup... Et en plus, cette histoire de blague et de jeu est quand même la résolution finale quand on pense que Flack, du coup, est disparu ou a mouru. Et en fait, c'est cette petite blague et ce petit clin d'œil qui fait que du coup, il va revenir grâce à cette histoire. Et parce que plus il se raconte des histoires qui font pleurer, plus il pleure, donc plus l'eau il réapparaît. Apparaît. Ça, c'est à la fin, et c'est vrai que ce passage-là était drôle aussi. Mais tel que ça vaut 3,5 finalement. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de thématiques qui sont encore hyper intéressantes, et je trouve que même si
l'histoire est plutôt cousu de fil blanc, pardon. L'écriture des deux personnages principaux sont quand même plutôt bien écrits parce qu'ils sont pas trop stéréotypés et ils ressortent pas mal de choses, de thématiques qu'aujourd'hui on peut développer sur, comme tu l'as dit, l'hypersensibilité, le fait de l'émancipation, de la liberté, de se découvrir soi-même, ce qui est important aussi. Et c'est vrai que souvent on dit faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, et ça se fait. Mais là, ces deux personnages-là vont quand même se redécouvrir en fait, on se tombe amoureux l'un de l'autre. Et la communication aussi, parce qu'en fait, justement sur l'émancipation, on parle aussi de communication. Justement, Flack, à un moment, dit à Flamme, mais pourquoi tu lui en parles pas? Pourquoi tu lui dis pas? Et en fait, c'est juste ce côté où on a tellement peur en fait de décevoir l'autre qu'on préfère, entre guillemets, gâcher notre vie et continuer le rêve d'une personne. Que gâcher, sacrifier. Oui, mais tu gâches un petit peu ta vie parce que finalement, tu vis pour l'autre et pas pour toi. Tu vis pour faire vivre la boutique. Après, elle en était contente, mais je pense que c'est qu'elle avait pas conscience que c'était pas qu'elle faisait pas pour elle en fait, mais qu'elle faisait pour son papa. Donc, puis c'est le côté où t'as pas envie de décevoir l'autre, tu vas être la fierté un peu de ta famille. Et là, t'as vraiment la dualité entre la relation du père et de la fille. Et c'est là aussi où ça m'a beaucoup touchée forcément. Mais voilà, non, franchement, je pense peut-être même qu'avec une deuxième relecture, ça va peut-être faire comme. Pour moi, c'est Lucas. Non, il n'y a pas de S. Ah, d'accord. C'est L-U-C-A, Lucas. Comme Lucas, Lucas, c'est une BD. Ah oui. Avec un garçon, je crois, qui fait du foot ou un sport, je sais plus, bref. Mais je pense que j'ai peut-être l'apprécié avec un deuxième visionnage, certainement, parce que je découvrirais peut-être une autre lecture ou peut-être d'autres détails. D'autres petits détails. Voilà. Donc après, c'est pas un Pixar qui pour moi va être spécialement marquant. Ça reste un Pixar qui reste beau visuellement et qui aborde de belles thématiques. Visuellement, oui, l'animation est encore là et je trouve qu'il y a vraiment un détail entre comment ils ont animé les personnages de feu. Mais ça aurait été bien que sur les 4 éléments, ils fassent ça. Parce que l'eau, la terre et l'air, entre guillemets, ils sont un peu sur une 3D animation Pixar qu'on connaît bien. Et il n'y a que le feu qui est un peu traité comme une sorte de dessin au fusain, qui est très sympa. Hein. Mais ils auraient pu encore plus distinguer les 4, je trouve, en termes d'animation. Et d'habitude, Pixar, toujours. Alors, c'est difficile parce que maintenant, on arrive à un level, pas de photoréalisme, mais un level d'animation qui est hyper beau. Je sais qu'avant, chaque année, c'était toujours une claque. Donc là, c'est des beaux films, mais pour l'instant, j'ai pas eu encore la claque d'évolution qu'on a pu avoir depuis quelques temps. Et bon, peut-être qu'on est arrivé aussi à un niveau d'animation qui fait qu'on peut pas, à part faire de l'hyper-réalisme, c'est difficile d'augmenter du level ou du détail. Donc je sais pas. Donc en termes d'animation, c'est très joli, mais effectivement, ça ressort pas de ce qui a déjà été fait avant, mais ça reste tout à fait correct pour Pixar, entre guillemets. Voilà, nous on l'a vu en VF. On va dire un petit mot sur le doublage français. Donc il y a 3 voix qui sont reconnaissables, on va dire, parmi les autres. Donc le duo principal, Flamme, est doublé par Adèle Exarchopoulos, qui s'en sort très bien, je trouve. Qui s'en sort très bien, mais c'est vrai qu'au début ça m'a perturbée parce que j'ai reconnu sa voix directement. Et j'ai fait oh! Et en fait, je voyais que la tête d'Adèle au début, et en fait, finalement, petit à petit, sa voix s'est très bien fondue en fait dans la flamme. Et puis ça c'est pas non, et puis sa voix qui est un peu rock, ça n'a pas une voix hyper fluette. Je pense qu'elle l'a travaillé sa voix justement pour. Ah, tu trouves? Moi, je trouve pas. Je trouve que ça collait carrément au personnage qui a beaucoup de caractère, qui a du mal mais tu vois, alors je me suis fait la réflexion au début en me disant waouh, on reconnaît vachement sa voix et tout ça. Et en fait, petit à petit. Et en fait, j'ai oublié sa voix. Et c'est ça qui est plaisant, c'est que j'ai réussi en fait à oublier et plus voir sa tête et me dire, mais en fait, c'est Flamme que je vois et c'est pas Adèle qui est en train de faire. Et je crois que c'était une de ses premières expériences de doublage, si je me trompe pas. Donc pour une première, c'est pas mal. Flack est doublé par Vincent Lacoste. Pareil, ça lui va très bien parce que Vincent Lacoste qui a un côté un petit peu distant, genre posé, cool, et pour Flack, ce personnage, ça lui va bien. Et il y a Céline Monsarrat qu'on reconnaît d'entre tout parce que si vous connaissez la voix de Dory. Notamment, et c'est la doubleuse officielle de Julia Roberts, elle joue la maman donc un petit rôle, mais elle joue la maman de Flack. Et après, les autres, le reste du casting est très très bien, tous les personnages ont une voix qui marche très très bien. C'est vrai que nous, autant on regarde tous les films généralement en VO, mais c'est vrai que les films d'animation, on a tendance à les regarder en VF. Parce que justement, là, tu perds pas de temps à lire que les sous-titres, tu découvres tout le reste autour, ce travail est partout, donc encore plus que sur un film normal, donc non, moi la VF... non, puis là, elle était vraiment bien, ça passait crème. Ouais, plutôt bien. Et j'ai reconnu aussi, pour ceux qui sont musicophiles, ça se dit pas du tout, ceux qui aiment les bandes originales de films, la musique, les premières notes tout de suite, j'ai retrouvé l'univers de Thomas Newman, qui avait déjà composé pour des Pixar, notamment pour Le Monde de Nemo, et du coup lui qui est un grand compositeur de films, que j'ai découvert une petite anecdote. Randy Newman, le compositeur des Toy Story,
qui prête sa voix aux musiques en anglais, hein, de Toy Story, You Gotta Find Me et tout, et dans Les Monstres et compagnie aussi, qui est un chanteur très connu aux États-Unis. Thomas Newman, ils ont le même nom. En fait, c'est son cousin. Je viens de faire le lien. En fait, Thomas Newman et Randy Newman sont cousins. Voilà, c'est une info que vous en peut-être rien, mais moi j'ai trouvé ça cool parce que je ne savais pas. Mais ils ont bien tourné tous les deux. Mais voilà, Thomas Newman, sa patte, elle est reconnaissable. J'aurais du mal à la décrire, mais voilà, quand j'ai entendu ce qu'il a fait dans ce film, ça m'a fait penser un petit peu déjà à ce qu'il a pu faire dans le monde de Nemo ou dans d'autres sonorités. Et la BO est géniale aussi. Tout se marie très bien avec le film. Pour le coup, moi la BO m'a moins marqué. Alors que toi, directement, tu m'en as parlé. Tout le long, il y a des thèmes, ils sont ouf. Ouais, mais il faudrait que je le revoie pour plus peut-être m'arrêter. Juste la BO. Oui, c'est ça. Tu verrais. Pour plus m'arrêter sur la BO. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui m'a marqué le plus, en tout cas dans ce Pixar-là. Alors que tu vois, dans plein d'autres Pixar, les musiques, je les ai directement. Là, Élémentaire, ça m'a pas transcendé du tout. T'es sûr que t'avais écouté, t'avais pas mis de casque pendant rien du tout? Non, tu faisais pas ça pendant tout le film à un moment? Non, mais du coup, voilà, moi je trouve que la BO de Thomas Newman est encore très reconnaissable, mais je trouve qu'elle marche encore très bien et elle se marie bien. Parce qu'en fait, il y a un côté léger dans la BO de Thomas Newman, il y a un côté atmosphérique. Parce qu'il a composé aussi pour d'autres films, il a fait des James Bond, il a fait le 1917, le film de guerre. Et en fait, je trouve qu'à chaque fois, il arrive à insuffler sa patte dans des univers totalement différents. Le Monde de Nemo était sous l'eau et il y avait un côté sous l'eau un petit peu. Je trouve qu'il a un côté atmosphérique. En fait, et là, avec les éléments et tout, je trouve que ça marchait très bien. Le Monde de Nemo, les musiques sont pourtant, t'as pas reconnu les mêmes sonorités, les mêmes trucs. Je t'avoue, j'y ai pas prêté attention spécifiquement. Non, mais ça arrive. Hein. Non, moi, je trouve faudrait que je le revoie. Pour vraiment plus m'intéresser à la BO et pas juste... C'est comme Giacchino, très grand compositeur, qui quand il compose les Indestructibles, les musiques Indestructibles, moi j'y pense, je les entends et à chaque fois il arrive à insuffler pareil, le même univers. Bon bref, la BO était cool, le doublage était cool, le film dans l'ensemble est plutôt cool, donc on vous le conseille quand même, hein, parce que ça vous passera un bon moment et vous serez pas, vous passerez pas un mauvais déçu. moment dedans. La bande-annonce ne vend le film très très bien, il vend pas plus que la bande-annonce représente le film. Film prévisible mais agréable à regarder. Voilà, donc si vous êtes un grand enfant ou vous êtes enfant, ou bref, allez le voir en famille, c'est plutôt un bon film et vous avez passé un bon moment. Voilà, quelque chose à rajouter, Cora, sur le film? Eh bien non, je pense qu'on a à peu près tout dit. On a fait le tour de la question. C'est parfait. On se retrouve très très vite pour parler encore de films. Le prochain, je vous dis tout de suite, ce sera le Indiana Jones. J'attends la saga, la fin de la saga, en tout cas avec grande impatience. Et il y aura un live sur la saga aussi juste avant, donc courant début juillet, il y aura un 6e argument sur le 5e Indiana Jones. Bref, les réseaux sociaux se réaffichent, le Instagram, le YouTube et le Facebook de Ciné Caméléon. C'était hyper cool de te retrouver et de parler de Pixar. Voilà, bref, en tout cas on se retrouve très vite comme je vous l'ai dit. Et puis on finira avec cette belle petite phrase, il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son cœur. Petit pied forever. Voilà. 3, 2, 1. Ciao.